Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau projet, ce nouveau format de podcast dans lequel on va aborder plein de sujets différents. Vous me connaissez peut-être pour les vidéos que je fais sur YouTube sur la crypto-monnaie. Ça fait à peu près 3 ans que je publie une vidéo par semaine sur la blockchain, la crypto, etc., qui est un sujet qui me passionne, évidemment, sinon j'aurais pas fait 150 vidéos sur le sujet. Mais ça fait quelque temps que j'avais envie aussi d'aborder des sujets un petit peu plus vastes, qui me passionnent tout autant, que ça soit la finance, l'investissement, l'économie, etc. Et bah, c'est des sujets que je pouvais pas forcément aborder et proposer sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'en avais pas spécialement envie parce que j'avais envie que ça reste dans la niche crypto. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer un podcast pour quand même pouvoir proposer à ceux qui le souhaitent ce type de format. L'objectif, ça va être de vous proposer des épisodes entre globalement 15 et 30 minutes, posés sans vraiment de prise de tête, en format audio que vous pouvez écouter n'importe quand. Vous y retrouverez toutes les semaines du contenu autour de l'économie au sens très large et l'investissement au sens très large. Ça peut être des histoires passionnantes sur des cracks mondiaux, sur des personnalités emblématiques qui ont marqué l'histoire, ou sur des notions intéressantes qui sont liées à cette thématique. Vous aurez aussi du contenu sur les marchés financiers, sur la bourse, sur l'immobilier, avec pareil, des histoires intéressantes, des cas concrets, etc. Et évidemment, on fera toujours un petit peu de blockchain et de crypto, ça reste quand même mon domaine de prédilection, mais ça sera un petit peu plus adapté à du grand public. On pourra aussi aborder des sujets que je peux pas forcément traiter sur ma chaîne YouTube, comme certaines notions spécifiques, des faits passés, des actus, etc. L'idée, c'est vraiment que ce podcast, il s'adresse à tout le monde qui ait envie de se former et de s'éduquer un petit peu sur l'économie, l'investissement, la finance, etc. C'est vraiment des sujets qui, je trouve, sont délaissés et qui vont devenir de plus importants dans les années qui suivent. Et je trouve qu'actuellement, les formats autour de ce sujet sont soit trop superficiels, soit au contraire trop deep, trop profond, trop dur à comprendre. Il n'y a pas cet équilibre, en tout cas, je retrouve pas cet équilibre. Donc je compte sur vous pour exploser les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les autres plateformes. Ça m'aiderait vraiment au lancement de ce projet. C'est toujours quand on lance un nouveau projet qu'on a besoin d'un maximum de soutien. Vous pouvez aussi venir donner votre avis sur ce nouveau format, que ce soit sur les sujets abordés, sur la forme, sur le ton, etc. Envoyez-moi un petit retour en DM sur Twitter. Ça me fera toujours plaisir de voir que vous venez d'ici. Pour bien commencer cette longue série d'épisodes, je vous propose qu'on revienne aujourd'hui sur l'actualité blockchain et crypto de cette moitié d'année 2024. Il s'est passé énormément de choses et je pense que c'est important qu'on fasse un petit peu le point sur la situation et qu'on continue l'année sur des bonnes bases. C'est parti. On commence avec le mois de janvier, plus précisément le 3 janvier 2024, date à laquelle Bitcoin a fêté ses 15 ans. Il y a 15 ans, jour pour jour, Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, minait le tout premier bloc de la blockchain, appelé le Genesis Block. C'est avec ce bloc qu'il a miné les 50 premiers Bitcoins, mais si on regarde de plus près dans l'Explorer blockchain, on voit que ces blocs, ils apparaissent pas, il n'y a pas de trace de ces 50 premiers Bitcoins. Et en fait, Satoshi, quand il a créé Bitcoin, il a intégré une sortie spéciale dans le code source pour rendre ces 50 premiers Bitcoins inutilisables. Tout simplement, personne ne peut faire quoi que ce soit avec, ni les acheter, ni les vendre, ni les échanger. Autre fait intéressant, le Genesis Block, il cache un message laissé par Satoshi lui-même. The Times, 3 janvier 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Le chancelier est sur le point d'accorder un deuxième plan de sauvetage aux banques. Un message qui rappelle l'état dans lequel était le système financier mondial en 2009 au moment de la création de Bitcoin et de la crise des subprimes. Et un message qui illustre parfaitement pourquoi Bitcoin a été créé, c'est-à-dire pour offrir un second souffle, une porte de sortie à ceux qui sauront l'avoir. Aujourd'hui, c'est environ 850 000 blocs qui ont été minés depuis 2009 et qui ont permis d'ajouter 19 730 000 Bitcoins sur le marché. On se rapproche doucement du 10 janvier 2024, date historique dans la sphère crypto, à laquelle les tout premiers ETF Bitcoin Spot ont été acceptés par la Security Exchange Commission, le gendarme des marchés financiers américains. Alors, pour rappel, un ETF, c'est un actif qui va répliquer la performance d'un actif sous-jacent que vous pouvez acheter simplement comme une action d'entreprise, par exemple. Ici, l'actif sous-jacent, c'est Bitcoin. Et on dit que c'est un ETF Bitcoin spot parce que les émetteurs de ce produit financier, comme BlackRock, Van Eck, Fidelity, ils achètent réellement des bitcoins sur le marché à la demande de leurs clients. Donc en gros, si j'achète l'équivalent d'un bitcoin de l'ETF IBIT de BlackRock,
BlackRock va détenir réellement un Bitcoin dans ses réserves que je peux vendre à tout moment. Pour vraiment comprendre à quel point c'est une avancée majeure, il faut savoir que les premières demandes de ce type d'ETF, elles remontent à 2013 et elles avaient été faites par les frères Winklevoss, pour ceux qui connaissent. Si ce nom ne vous dit rien, sachez juste que c'est tout simplement les génies derrière l'idée originale de Facebook, volée par Mark Zuckerberg. Alors, pas exactement volée, bref. Si vous n'avez pas vu le film The Social Media, je vous le conseille fortement. Il est hyper intéressant et vous comprendrez un petit peu l'histoire derrière. Mais les frères Winklevoss, ce sont les personnes qui avaient eu l'idée originale de Facebook, qui au final été convertie par Mark Zuckerberg, et ils se sont reconvertis dans la crypto, ils sont devenus milliardaires dans la crypto, et ils sont des acteurs extrêmement majeurs de cette industrie. Leur demande de TF Bitcoin, elle avait été refusée par la SEC en 2017. D'autres entreprises avaient suivi le mouvement au cours de la même année, mais toujours pareil, la SEC a refusé toutes les demandes d'ETF et elle a mis en avant des manipulations de marché, une régulation insuffisante, une volatilité élevée, blablabla. En soi, elle n'avait pas tout à fait tort, mais elle n'avait pas vraiment raison non plus. C'est un grand débat. En 2021, ça continue. Toutes les demandes sont refusées sans aucun débat possible. La SEC affiche clairement sa réticence face aux cryptos et elle veut le faire savoir. Gary Gensler, qui a pris la tête du gendarme américain depuis avril 2021, est ouvertement contre et n'hésite pas à le dire lors de ses interventions publiques. Alors que quand même, le mec, quelques années plus tôt, en 2018, il donnait des cours sur la blockchain à des étudiants au MIT. Et j'ai regardé genre 20 heures de cours de Gary Gensler avant qu'il devienne président de la SEC. C'était hyper intéressant. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Il a dû perdre de l'argent sur un shitcoin ou se faire hacker son portefeuille. Il est devenu un haineux des crypto-monnaies, vraiment. Finalement, après des désaccords pendant plus d'une dizaine d'années, la SEC a publié sur son compte Twitter, le 9 janvier 2024, un tweet qui confirme l'approbation des ETF Bitcoin Spot. Gros soulagement pour l'écosystème, vous vous en doutez, les prix réagissent bien et partent à la hausse, sauf qu'en fait, non, toujours pas. Gary Gensler annonce quelques minutes plus tard sur ses réseaux sociaux que c'est une erreur et que le compte de la SEC a été hacké. Oui, le compte de la sécurité des marchés financiers américains a été hacké. Le même organisme qui a dit quelques jours plus tôt de faire attention à toutes les fake news qu'il pouvait y avoir et de se fier uniquement à leur compte officiel, ils se sont fait hacker et ils sont devenus la plus grosse fake news de cette année 2024. Il y a un petit côté comique. Mais est-ce que c'était vraiment un hack ou simplement une erreur d'un tweet programmé trop tôt du stagiaire à la com? Parce que la deuxième option, elle semble un peu plus pertinente puisque le lendemain, le 10 janvier, on a 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été approuvés par la SEC et qui peuvent être proposés sur le marché. Donc cette fois, c'est bien réel. C'est pas un hack, c'est pas le stagiaire, c'est officiel. Le jour de l'ouverture, c'est 4,6 milliards de dollars de volume qui sont enregistrés sur la journée, un record absolument historique qui dépasse tout ce qui avait été enregistré jusqu'à maintenant. Et comme on est dans les records, le 13 janvier, c'est 1 milliard de dollars de volume entrant qui ont été enregistrés en 24 heures. L'approbation de ces produits financiers, elle donne accès à Bitcoin de manière réglementée aux entreprises, aux institutions, aux fonds de pension, aux banques, au gouvernement et globalement à tous les secteurs qui ont un lien avec la finance. Les particuliers aussi peuvent acheter ces ETF et même si vous savez probablement comment en détenir par vous-même, ces produits financiers ils donnent l'accès à des milliers de gens aux crypto-monnaies un petit peu moins geeks que nous et ça renforce vraiment l'image long terme de l'écosystème. C'est une excellente nouvelle. On le sait, c'est un actif qui est là pour rester et l'approbation de ces 11 ETF aux États-Unis vient confirmer un petit peu tout ça, en plus de donner de la crédibilité au marché des crypto-monnaies, ce qui n'était jamais arrivé avant. Toujours le 11 janvier, on a une petite société crypto nommée Circle qui a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis pour devenir une société cotée sur les marchés. Alors, cette petite société, c'est rien d'autre que l'entreprise qui émet le second plus gros stablecoin de tout l'écosystème, l'USDC, avec plus de 33 milliards de dollars de capitalisation boursière. En plus d'être potentiellement le premier stablecoin à être codé, Circle serait la seconde plus importante introduction en bourse de la sphère crypto, après Coinbase introduit en 2021, avec une valorisation de 65 milliards de dollars. Ils sont encore dans les démarches qui prennent beaucoup de temps, surtout du côté administratif, jusque-là c'est plutôt logique. Mais au mois de mai dernier, la société a déplacé son siège social de l'Irlande aux US pour prétendre à une cotation sur le marché américain. Donc on devrait avoir beaucoup plus d'infos d'ici la fin de l'année. Fin janvier, l'une des figures les plus controversées de toute la sphère crypto fait son retour et annonce le lancement d'un nouveau projet. Mark Karpeles, qui est peut-être quelqu'un qui ne vous dit rien, c'est l'ancien PDG de l'agence Mt. Gox qui a annoncé qu'il souhaitait développer une agence de notation spécialisée dans les crypto-monnaies qu'il appelait
Ungox pour éviter de reproduire ce qu'il a fait par le passé. Pour rappel, Mt. Gox c'était la plus grosse plateforme d'échange de Bitcoin en 2012 et cette plateforme, elle a annoncé sa faillite en 2013 après avoir perdu plus de 850 000 bitcoins, qui est l'équivalent de 450 millions de dollars à l'époque et de 53 milliards de dollars aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, les anciens clients attendent un remboursement qui a enfin commencé début juillet après des années de procédures judiciaires. On a 142 000 bitcoins et 143 000 bitcoins cash qui vont être distribués jusqu'en octobre 2024, ce qui représente plus de 9 milliards de dollars. On verra comment réagit le marché et si ces remboursements ont un impact sur le prix. Mais si vous voulez mon avis, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter puisque les anciens clients connaissent le fonctionnement des cycles de marché et savent que l'on est probablement très proche d'une nouvelle période haussière pour les crypto-monnaies. Quand on regarde ça de plus près, il s'est passé pas mal de choses en janvier, surtout du côté de l'approbation des ETF qui ont entraîné une gigantesque vague de demandes pour d'autres crypto-monnaies, comme par exemple Ethereum ou Solana. Pour l'instant, ce sont uniquement les ETF Ethereum qui ont été acceptés le 23 mai dernier, avec une ouverture du trading prévue dans les prochaines semaines. En février, c'était un petit peu plus calme. On a eu la réélection du président pro-Bitcoin Nayib Bukele au Salvador, avec plus de 80% des voix, un record jamais atteint lors d'une élection démocratique. Il avait adopté le Bitcoin comme monnaie officielle du Salvador le 7 septembre 2021, et le gouvernement en a acheté sans arrêt depuis. Ils ont même mis un site en place où n'importe qui peut voir le nombre de bitcoins qu'ils détiennent et à quelle fréquence ils en achètent. Si on fait le bilan, le Salvador détient à l'heure actuelle plus de 5800 bitcoins, c'est-à-dire à peu près 350 millions de dollars, et ils en achètent environ un par jour. Ils se sont mis une petite morning routine en place, ça fait son DCA tranquille avec la trésor du gouvernement, en plus d'utiliser une centrale géothermique qui est alimentée par un volcan pour miner directement du Bitcoin sur le réseau. Le Salvador est le premier pays à avoir légalisé le Bitcoin comme monnaie d'échange, même si l'adoption auprès des habitants reste très faible. On a seulement 24% des Salvadoriens environ qui auraient payé en Bitcoin en 2022. Ça reste un pari que fait le gouvernement, donc on regardera les statistiques sur le plus long terme, mais après je pense qu'il ne faut pas réfléchir uniquement sur l'adoption. Le fait que le Salvador ait accepté Bitcoin comme monnaie, ça a mis une lumière absolument énorme sur un pays qui à la base n'en a pas tant que ça. Le 6 février, on a eu aussi le grand retour des pannes sur le réseau Solana. Un an après ces derniers problèmes, la blockchain Solana s'est retrouvée à l'arrêt pendant 4 heures. Malgré ça, Solana fait quand même partie des réseaux qui connaissent la plus forte croissance depuis le début de l'année. De janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est une hausse de 940% des wallets actifs sur le réseau, c'est-à-dire plus d'1,1 milliard de transactions traitées juste sur le mois de juin, et un token, le seul, qui a pris 50% de plus par rapport à son prix en janvier. Le réseau revient de très loin puisqu'il a été impacté par la faillite de FTX en 2022 et qu'il connaît un fort développement de ces airdrops, des memecoins, mais aussi du fameux Solana Phone lancé fin 2023 aux alentours des 900 € et qui se revendait à plus de 2000 € quelques semaines plus tard. J'ai fait une vidéo mise à jour sur Solana il y a quelques mois que je vous mets en description de l'épisode si jamais ça vous intéresse. Mais je pense que en tout cas, moi, j'écoute des podcasts, je ne vais jamais dans les descriptions des épisodes. Je ne sais pas si vous le faites. Si vous le faites, merci beaucoup. Voilà. Le 5 mars, l'USDT, qui est le stablecoin le plus capitalisé des crypto-monnaies, a atteint pour la première fois plus de 100 milliards de dollars de capitalisation, ce qui montre clairement sa domination sur le marché des stablecoins, loin devant l'USDC et ses 33 milliards de dollars et le DAI et ses 5 milliards. L'entreprise Tether, qui émet l'USDT, c'est l'une des sociétés les plus profitables du secteur, avec 6 milliards de dollars de bénéfices réalisés en 2023 et 4,5 milliards de dollars réalisés uniquement sur le premier trimestre de l'année 2024. 4,5 milliards en 3 mois. C'est juste énorme pour le secteur et ça risque de continuer de croître jusqu'à la fin de l'année, même si la réglementation MiCA arrive rapidement en Europe. On en reparlera un petit peu plus loin. C'est là qu'on se dit que le proverbe qui dit que pendant la ruée vers l'or, ceux qui vendent les pelles, ce sont ceux qui s'enrichissent. Qu'est-ce que c'est vrai? Le 14 mars, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, qu'on n'avait encore jamais connu jusqu'à maintenant. Le Bitcoin a pour la première fois dépassé son ATH, son prix le plus haut jamais atteint par rapport au dollar, avant l'événement du halving qui doit avoir lieu le mois suivant, en avril. Historiquement, et depuis le dernier cycle aussi, il avait touché les 69 000 $ environ, et là, un petit peu sorti de nulle part, il a touché les 73 700 $ très tôt, le matin, avant de descendre aux alentours des 70 000 en fin de journée. Une hausse sortie de nulle part, oui et non.
Avec l'arrivée des ETF qu'on a abordé plus tôt, la liquidité entrante sur le marché elle a fortement augmenté. Les volumes des ETF sont de plus en plus importants. Ils atteignent environ les 5 milliards de dollars par jour en moyenne au mois de mars et c'est sûrement l'un des facteurs qui a poussé le prix vers le haut. Entre janvier et mi-mars, le prix de Bitcoin a augmenté de 70%. C'est absolument inédit si l'on se base sur les cycles passés, même si en vrai, ça ne veut pas dire grand-chose au final. C'est difficile, voire impossible de savoir si c'est vraiment en raison de l'arrivée des ETF, bien que le timing soit quand même assez intéressant. Il y a aussi une théorie qui dit que oui, Bitcoin a touché son ATH par rapport au dollar avant le halving, ce qui est absolument historique, mais si on prend en compte l'inflation, en prenant en compte que depuis le dernier ATH de 69 000, on a une inflation d'environ 8-9%, le vrai, entre guillemets, ATH par rapport au dollar, il serait plutôt de 78 000 dollars. En gros, si on prend par exemple l'or comme valeur refuge, Bitcoin n'a pas atteint son ATH par rapport à l'or. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la valeur de Bitcoin, elle a un peu été poussée parce que le dollar a été dévalorisé. Bref. On a aussi beaucoup de gens qui ont commencé à émettre l'hypothèse d'un cycle aussi un petit peu plus court que les précédents, qui dure en moyenne de 12 à 18 mois, ce qu'on appelle le fameux bull run, mais qui se terminerait cette fois fin 2024 plutôt que mi-2025 environ. C'est un fait à avoir en tête pour ajouter sa stratégie d'investissement si besoin, puisque maintenant les grosses institutions financières sont aussi dans le marché. C'est un sujet qui m'intéresse, donc pareil, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne principale, allez faire un petit tour sur ma chaîne Iril si vous en avez envie et que vous voulez creuser un petit peu le sujet des crypto-monnaies. Le 27 mars, on a aussi les projets Fetch.ai, Ocean Protocol et SingularityNet, qui sont 3 projets liés à l'intelligence artificielle qui ont annoncé la fusion de leurs jetons en un seul jeton, qui est nommé ASI pour Artificial Super Intelligence, une super intelligence artificielle pour les moins bilingues d'entre vous. Leur but, c'est de s'engager dans un combat contre la privatisation des futures normes d'IA développées par des sociétés comme OpenAI avec ChatGPT, Google avec Gemini, etc. On le sait, l'IA connaît une croissance absolument énorme dans le Web 2 et toutes les grosses entreprises essaient de prendre de l'avance dans le domaine. Sauf que ça plaît pas à nos 3 projets crypto qui ne veulent pas qu'une forme d'intelligence aussi puissante soit centralisée. On a certainement du marketing dans tout ça, comme toujours, mais l'idée reste intéressante. On aurait du coup Fetch pour les agents d'IA autonomes, Ocean pour les immenses quantités de données à gérer et Singularity pour la recherche et le développement de l'IA. La fusion de ces tokens, elle a commencé depuis juillet avec la conversion selon un ratio prédéfini des tokens Ocean AGIX en tokens FET pour ensuite changer le nom du FET en ASI. Vous êtes peut-être concerné par ces changements si vous avez ces tokens dans votre portefeuille, donc prenez le temps de bien suivre l'avancée et les démarches. En sachant que si vous êtes sur une plateforme centralisée comme Binance, vous n'avez rien à faire à part attendre. Voilà. Au lendemain de cette annonce, le 28 mars, on a eu des petites news de notre bon vieux SBF, Sam Bankman-Fried, après son affaire avec l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande arnaque qui touche un exchange de crypto-monnaie, l'affaire FTX. L'exchange FTX avait fait faillite en 2022 en plein bear market après une gestion absolument désastreuse de l'entreprise par son PDG, Sam Bankman-Fried. Je vous la fais très rapide parce que vous en avez forcément entendu parler, mais pour faire simple, Sam Bankman-Fried, qu'on appelle SBF, il faisait des dingueries avec l'argent des clients, comme du trading avec levier via son fonds Alameda Research, des dons à des politiques américains toujours avec l'argent des clients, etc. Sauf que, au bout d'un moment, des rumeurs sur les problèmes financiers sont apparues et les utilisateurs ont commencé à faire des retraits massifs. Et c'est là que la pyramide de Kapla s'est explosée. Vous le voyez venir, la plateforme n'avait pas assez de liquidité pour valider tous les retraits, donc elle les a rapidement bloqués le 8 novembre 2022 et elle s'est déclarée en faillite. SBF se retrouve face à la justice avec une société insolvable et 9 milliards de dollars de perdus. FTX est rapidement placé en redressement judiciaire supervisé par John J. Ray III. Son nom est terrible à ce mec, un gars avec un nom royal qui est connu pour avoir dirigé le processus de redressement d'Enron, par exemple, pour ceux qui connaissent, une société américaine du secteur de l'énergie après son scandale de fraude comptable au début des années 2000. En gros, c'est le mec qui vient à la tête des entreprises qui ont fait des fraudes, des faillites, des scandales, etc. et qui essaye un petit peu de remettre de l'ordre dans tout ça. Avec tout ça, l'ancien PDG de FTX, il est accusé de 13 chefs d'accusation. Ça passe par la fraude électronique, de la fraude en matière de valeurs mobilières, le blanchiment d'argent, etc. Et c'est le 28 mars dernier que le verdict est tombé. Sam Bankman-Fried est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, condamné à 25 ans de prison et il doit payer la douce somme de 11 milliards de dollars.
La justice fait clairement passer un message puissant à tous les fraudeurs de l'écosystème en utilisant FBF comme exemple. Donc, si vous avez prévu de monter un Ponzi ou un truc du genre, je vous recommande de réfléchir si ça vaut vraiment le coup. La procédure de redressement est toujours en cours et on n'a aucune date de remboursement des créances et des fonds clients. Donc on verra comment notre bon vieux John J. Ray 3 s'en sort après un tel carnage. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous devez sécuriser vos fonds en dehors des exchanges pour éviter de tout perdre, comme ça a pu être le cas avec l'affaire FTX. En tout cas, diversifiez vos points de risque dans vos portefeuilles, c'est très important. On passe au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant en avril? On a eu la blockchain Ton de Telegram qui a battu des nouveaux records et qui a intégré le top 10 CoinMarketCap devant Dogecoin et Cardano avec plus de 16 milliards de dollars de capitalisation. Elle est un petit peu sortie de nulle part, cette blockchain, en tout cas, personne n'en parlait vraiment jusqu'à maintenant. Le prix de son token, il était resté entre les 1 et 2 dollars pendant plus d'un an, donc ça peut expliquer le manque d'intérêt du marché. Mais début mars, ce projet a explosé en passant de 2 dollars à 7 dollars en un mois et demi. Un joli 3,5 avec une TVL, en gros la TVL c'est la quantité d'argent qui est bloquée sur un protocole de crypto-monnaie pour générer des rendements ou autres, qui a atteint les 300 millions de dollars déposés sur la DeFi le 28 mai et qui s'élève aujourd'hui à plus de 750 millions de dollars bloqués. Cette TVL, elle vient concurrencer des blockchains déjà bien en place comme Avalanche qui a entre guillemets seulement 100 millions de dollars de TVL en plus, et cette croissance, elle touche toutes les métriques de la blockchain Ton, comme le nombre de transactions par jour, de wallets actifs, etc. Et elle provient en partie des annonces qu'a fait Telegram fin mars, début avril, avec l'ouverture du partage des revenus publicitaires pour les créateurs de contenu d'au moins 1000 abonnés, et la possibilité de faire des achats en tonnes directement sur l'application. Même pendant la correction qu'on a eu les mois suivants, le token a très peu corrigé, avec seulement 20% de baisse, contre 25% pour Bitcoin. Tout ça, ça nous amène au 20 avril et à l'événement le plus attendu quand on parle de la blockchain Bitcoin, le halving. Le Bitcoin repose sur un système de minage. Un grand nombre de personnes font l'état des lieux de la blockchain et vont vérifier tout ce qui s'y passe. Pour faire ça, ils mettent en caution de la valeur, ce qui permet de garantir qu'ils sont vraiment engagés dans leur travail. Cette valeur que les mineurs vont mettre en caution, c'est de l'énergie, c'est de la puissance de calcul qu'ils vont mettre à disposition en allant rechercher un nombre complexe qui s'appelle le nonce, qui leur permet de valider un bloc. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est exactement comme quand vous louez des jet skis. Alors, l'exemple est terrible, hein, vraiment. Mais quand vous louez un jet ski ou des planches de surf ou des rollers, ce que vous voulez, qui loue des rollers, absolument personne, vous devez parfois payer et genre mettre en caution quelque chose pour assurer aux mecs qui vendent les rollers que vous allez bien les ramener. Donc des fois, vous donnez votre portefeuille, vous donnez votre téléphone, vous donnez une caution, votre carte d'identité, ou j'en sais rien. Là, c'est exactement pareil, sauf que cette caution, c'est de la puissance de calcul. Pourquoi c'est de la puissance de calcul? Parce que la puissance de calcul, ça demande de l'électricité, et l'électricité, ça demande de l'argent. Donc en gros, ça reste de l'argent qu'on met en caution. Bref, pour en revenir à Bitcoin, ce travail que font les mineurs avec la fameuse recherche du nonce, bah ça représente un coût en énergie électrique. Et en échange, à chaque fois qu'ils vont miner un bloc, parce que forcément ils vont pas le faire gratuitement, ils vont recevoir un certain nombre de bitcoins en récompense. Dans la création du protocole, Satoshi Nakamoto, il a introduit un mécanisme qui dit que tous les 210 000 blocs minés, c'est-à-dire environ tous les 4 ans, le nombre de bitcoins attribués en récompense à la création de chaque bloc va diminuer par 2. Donc quand il a été créé en 2009, la récompense par bloc, elle était de 50 bitcoins, on est passé ensuite à 25, puis à 12,5, 6,25, et il y a quelques mois, le 20 avril 2024, on est passé à 3,125 bitcoins par bloc. C'est ça, le halving, c'est la transition entre l'ancienne récompense de bloc et la nouvelle. Et ce n'est pas, comme ça a été dit, je crois que c'est sur BFM, ils ont dit qu'en gros, le halving, c'était quand le prix de bitcoin divisé par 2. Mais non, pas du tout. Le prix du bitcoin reste bien le même, ne vous inquiétez pas pour ceux qui étaient vraiment affairés par cette information. Donc c'est toujours un événement qui est très attendu, parce que même si dans les faits, le jour même, il ne se passe rien, mis à part une modification des récompenses dans le code source, et évidemment l'impact de cette réduction de l'inflation qui n'est pas direct sur le prix, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais historiquement, la période juste avant le halving, elle est toujours remplie de beaucoup de force. Et encore plus cette année avec un ATH qui a été dépassé beaucoup plus tôt que ce qu'on avait l'habitude de voir. Par contre,
Le mois qui suit le halving, il est en général très mitigé. Il est soit très rouge, soit un petit peu neutre, sûrement en raison des gens qui croient qu'il va se passer un truc magique le jour où il y a le halving et qui arrivent en pensant que ça va exploser et ils voient qu'une semaine plus tard ça n'a pas trop bougé, donc ils se disent les cryptos c'est une arnaque, je m'en vais. Donc il se passe jamais grand chose le mois du halving, sauf que les mois d'après sont souvent des périodes d'accumulation, puis sont déclencheurs du cycle haussier qui arrive, je vous le rappelle, tous les 4 ans. Le marché des crypto-monnaies est un marché cyclique. Le halving n'est donc pas vraiment un événement qui propulse le prix du Bitcoin, ce sont plutôt les conséquences à court terme et à moyen terme de cet événement qui le font. C'est pour ça qu'il est souvent considéré comme l'élément déclencheur d'une forte période haussière, même si, évidemment, l'impact ne se fait pas ressentir le jour même. Ok, on arrive tranquillement au mois de mai. Est-ce que vous vous souvenez, en 2021, de l'affaire qu'il y avait eu avec l'action de la société GameStop et du bruit que ça avait fait aux États-Unis? Si vous étiez dans le domaine, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Il y a même un film qui est sorti dessus il n'y a pas si longtemps. Kate Gill, qui est connu sous le pseudo Roaring Kitty, c'est un investisseur particulier américain sur le marché action, qui partageait ses investissements en live et sur YouTube. En janvier 2021, il avait partagé ses analyses extrêmement optimistes sur l'action GameStop sur Reddit et sur sa chaîne YouTube. Il avait quelques abonnés, il faisait ses vidéos, voilà, c'était un petit créateur, tout se passait très bien. Sauf que, à la suite de ça, on a des milliers d'investisseurs particuliers qui ont décidé d'acheter l'action GME, l'action de GameStop, ce qui a provoqué ce qu'on appelle un short squeeze, une liquidation de toutes les personnes qui pariaient à la baisse et qui a entraîné les prix vers le haut. Ces personnes qui pariaient à la baisse, ce n'étaient rien d'autre que des fonds spéculatifs bien en place à Wall Street, comme Melvin Capital ou Citron Research. Pour que vous ayez conscience de l'impact de Roaring Kitty, dites-vous que l'action elle valait 5$ fin 2020 et qu'elle est montée jusqu'à 466$. On a des fonds comme Melvin Capital qui ont perdu plus de 2 milliards de dollars. En fait, on a vraiment eu une horde de particuliers qui ont décidé de défier les investisseurs de Wall Street pour montrer qu'ils sont là aussi et que les investisseurs institutionnels ne sont pas toujours ceux qui décident. En fait, les mecs de Wall Street, ils ont un dédain profond pour les investisseurs particuliers. Ils l'appellent la dumb money, en référence à la smart money qui est censée être l'argent des institutionnels qui font des choses apparemment intelligentes. Là, je fais des guillemets avec mes doigts, vous le voyez pas. Et derrière, on a la dumb money, l'argent un peu débile, les investisseurs particuliers qui font n'importe quoi, qui n'ont aucune data et qui se font rafler par le marché. Si je vous parle de ça depuis quelques minutes, c'est parce qu'après n'avoir donné aucun signe de vie sur ses réseaux sociaux pendant plus de 2 ans, Roaring Kitty est réapparu le 13 mai 2024 sur X, sur Twitter, où il a posté des mèmes presque tous les jours jusqu'à la fin juin. Évidemment, le prix de l'action GameStop a rapidement pris plus de 70% en une journée et les particuliers tentent de relancer le même mouvement qu'en 2021. Le trading est mis en pause plusieurs fois à la bourse de New York pour limiter les pertes, mais le prix de l'action est quand même passé de 10 à 48$ en 2 semaines. Et donc, c'est quoi le lien avec la crypto dans tout ça? Eh bien, vous commencez à connaître notre écosystème de dégénérés, c'est que plusieurs meme coins sont apparus à l'effigie de GME et de Kate Gill. Notamment le token ROAR, je sais pas comment ça se dit, ROAR, qui a fait 32 000% en une journée le 14 mai avant de perdre 99% de sa valeur le lendemain. Voilà, c'était l'actu un petit peu plus légère de cet épisode pour vous rappeler, pour ceux qui sont un petit peu moins experts de cet écosystème, que les cryptos ont 2 facettes. La facette assez institutionnelle avec Bitcoin, Ethereum qui deviennent des actifs de référence, mais qu'on a toujours ce côté extrêmement dégène, on appelle ça, comme on peut traduire en français, ce côté extrêmement spéculateur qui est conservé sur les crypto-monnaies un petit peu plus petites. Au mois de mai, il n'y a pas eu que ça. On a aussi assisté à un changement de cap majeur au niveau de la politique américaine vis-à-vis des cryptos. Vous le savez, les élections américaines auront lieu à la fin de l'année, donc c'est le moment pour les candidats de présenter leur programme et de faire le tour de certains États dans le cadre de leur campagne. Et cette année, Bitcoin est devenu un enjeu politique plus important que les fois précédentes. Les candidats font tous des promesses comme Donald Trump qui promet de mettre en place une régulation du marché plus libre, de libérer Russ Ulbricht, le fondateur de la Silk Road, qui est une plateforme de produits illégaux qui utilisait Bitcoin comme moyen de paiement. On a aussi Robert F.K. Jr., ouais, on parle des Américains, il faut bien que je me mette dans la peau, qui promet de rendre le budget du gouvernement américain traçable sur la blockchain, ou même Joe Biden, le président actuel, qui est plutôt anti-crypto, mais qui semble s'intéresser à la technologie en se rapprochant de certaines entreprises de l'écosystème pour mieux comprendre les enjeux.
Fait un petit peu plus étonnant, mais la Chambre des représentants américains a voté le 23 mai pour une loi contre les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale qui empêcherait la Fed d'émettre un dollar numérique et le gouvernement de surveiller encore plus la population. C'est une avancée intéressante, à voir si cette loi est adoptée au Sénat quand elle sera proposée. Certaines banques américaines ne sont pas de cet avis et indiquent quand même que ça pourrait nuire à leur propre domination mondiale et à celle du dollar. Donald Trump, de son côté, a annoncé être de l'avis de la Chambre des représentants pour protéger les Américains de la tyrannie du gouvernement. Après la tentative d'assassinat qu'il a subi le 13 juillet 2024, le marché crypto a repris des couleurs avec un Bitcoin en hausse de 10% sur la journée. Par contre, même si Bitcoin est de plus en plus politisé, les crypto-monnaies n'ont pas été abordées pendant le premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump qui a eu lieu le 27 juin sur CNN. Est-ce que c'était encore uniquement un moyen d'attirer les électeurs et de récolter plus de dons en acceptant les cryptos? Personne ne le sait, mais on devrait avoir la réponse d'ici la fin de l'année. Le 20 juin, MicroStrategy, une société américaine éditrice de logiciels, a annoncé avoir acheté plus de 11 930 bitcoins entre le 27 avril et le 19 juin pour un montant d'environ 786 millions de dollars. L'entreprise est déjà très connue dans l'écosystème puisque son fondateur, Michael Saylor, est un fan de la technologie Bitcoin. Au total, la société détient 226 331 bitcoins à un prix moyen de 38 000 dollars d'achat, c'est-à-dire plus de 14 milliards de dollars au prix actuel, ce qui en fait actuellement la société qui détient le plus de Bitcoin dans le monde. Et on arrive à début juillet. Quand je tourne ce podcast, on est au mois de juillet, où le projet Bit&Soar, qui est une plateforme de développement d'IA décentralisée, a subi un hack de 8 millions de dollars, ce qui a fait chuter le prix de son token après une hausse absolument exceptionnelle en début d'année. Le hack qui provient d'une fuite de clés privées qui a permis aux hackers d'accéder à certains portefeuilles de validateurs. En 4 mois, le Tao, il est passé de 750 dollars à 200 dollars à cause de ce hack, mais aussi à cause de certains problèmes liés au tokenomics qui encourageait la pression vendeuse. L'équipe a corrigé tout ça avec une mise à jour et le token a connu une hausse de 50% en 7 jours pour venir remonter rapidement au-dessus des 300 dollars. On est toujours début juillet et on arrive à la dernière actualité que l'on va aborder aujourd'hui. Cette actualité, c'est la mise en application de la réglementation des stablecoins en Europe avec la loi MiCA. Cette réglementation, elle ne vise pas seulement les stablecoins, mais elle va toucher à terme tous les aspects des actifs numériques. Le but, c'est de venir établir un cadre juridique clair pour les crypto-monnaies. Elle va du coup imposer des règles de transparence, de gouvernance et de protection des consommateurs pour venir harmoniser les règles à travers les pays membres de l'Union européenne. Depuis le 30 juin 2024, l'article 23 interdit aux entreprises d'émettre un stablecoin avec un volume journalier supérieur aux millions de transactions ou un volume quotidien qui dépasse les 200 millions de dollars. En gros, l'USDT et l'USDC ne peuvent plus proposer leurs services au sein de l'Union européenne et doivent se conformer aux nouvelles règles s'ils veulent rester sur ce marché. Tether, avec son USDT, n'a pas indiqué vouloir se conformer aux nouvelles normes, donc ces services devraient être arrêtés progressivement au cours de l'année. Mais de son côté, l'USDC de Circle est devenu le premier stablecoin au monde à pouvoir émettre ses actifs légalement en Europe. Circle a décidé de rester sur le marché européen et il propose même un service conforme de stablecoin qui est adossé au prix de l'euro avec l'EURC. En fait, ça s'écrit EURC, genre l'euro avec un C, mais je sais pas comment ça se dit. Bref. Je ne rentre pas plus dans le détail de toutes les règles que la loi MiCA devrait mettre en place parce que ça prendrait des heures. On pourrait d'ailleurs faire un podcast dessus si ça vous intéresse. Mais sachez que tout sera mis en application dès le 30 décembre prochain. Ça y est, on arrive à la fin de ce premier épisode, de ce premier podcast. Ça fait du bien, je trouve, de pouvoir se poser un peu, de prendre le temps de revoir toutes les actualités importantes de ce marché qui évolue extrêmement vite, histoire de faire un petit bilan de mi-parcours. Maintenant, on va voir si après la correction qu'on a connue de mars à juillet, le marché repart à la hausse et nous offre de belles opportunités pour la fin de l'année 2024, surtout que les élections américaines arrivent rapidement et elles sont souvent synonymes de période haussière. Donc j'espère vraiment que on va avoir une très belle deuxième partie d'année. Ça ne voulait rien dire cette phrase, c'est la fin du podcast. Je suis un peu fatigué. En plus, les podcasts, c'est assez différent quand même à tourner. C'est assez intéressant parce qu'il faut vachement faire varier la voix et essayer de garder un ton un peu fluide et de pas tomber dans le très monotone. Donc j'espère que j'ai réussi à faire ça dans un certain contexte. Et en tout cas, je vais essayer de m'améliorer pour continuer de le faire. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous a plu.
J'attends vraiment vos commentaires avec impatience et vos retours. Si vous avez des idées de sujets, de ce qu'on pourrait mettre en place, améliorer, etc. Pensez vraiment, si vous êtes sur les plateformes d'écoute, à laisser un petit 5 étoiles, surtout pour le début, ça référence vraiment le podcast et ça vous prend 2 secondes. Je sais très bien que la plupart d'entre vous n'allez pas le faire et personnellement, je le fais pas, donc je peux pas vous blâmer. Mais si vous en avez envie et si vous voulez soutenir, ça serait très agréable de votre part. Merci beaucoup, c'était Eril. Prenez soin de vous et passez une très bonne journée. Ciao les potes.